Merci à Speedy Martinique, merci à GT Mac donc, merci à Label Web qui produit cette émission, qui s'associe à moi d'ailleurs pour vous souhaiter un très bon dîner spectacle, vous, tous les clients qui viennent manger avec nous, tous les 15 jours à l'arrobase, dans le légendaire rond-point de Batelière. Nous parlerons ce soir automoto, assurément la preuve avec JM. Et oui, de retour JM. Enfin. Voilà. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que j'ai reçu des centaines et des centaines de lettres. Il y a même des gens qui ont fait des tentatives de suicide. Ils sont jetés de la montagne pelée parce que ça faisait 1 mois que j'étais pas là. On entend, je sais pas, un monsieur dans la salle qui dit quoi, qui dit 400 lettres. Ah, voilà, le monsieur qui est en face de moi a écrit 400 lettres pour dire mais comment se fait ça mais où est JM d'Albandier? Tu disais quoi, Eric? Beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, énormément de femmes. Énormément de femmes. Et on m'a même dit que Yona avait pleuré à une émission. Bah si, voilà. Bah oui, j'avoue, j'en pouvais plus, tu vois. J'ai craqué. Qu'est-ce qu'elle ment bien, c'est dingue. Je te jure. Ah là là. Bon, en tout cas, oui, j'étais en déplacement et puis donc c'est Andrea qui nous a quand même bien remplacé. Andrea s'est bien débrouillée, elle a fait du bon boulot quand même. Mais c'est une pro. Mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ont écrit pour dire non, il faut JM d'Alban de JM. C'est quoi cette nana qui vient remplacer notre JM d'Alban de JM? Vraiment, donc on a. C'est pas la même personne qui a écrit plusieurs fois. On n'a pas reconnu la calligraphie. Non. Je pense que tu vas recevoir beaucoup de lettres d'hommes cette fois-ci. Il y a aussi ça peut-être, oui. Allez savoir, c'est possible, effectivement. Bon, avec Trump, l'élection de Trump, maintenant tout est chamboulé de toute façon. Donc on voit bien que la Terre ne tourne plus tout à fait dans la même... Enfin bon, bref, on va pas être méchant quand même. Vive les Américains, vive l'Amérique. Hein. Alors, donc je disais, entre autres, que nous étions contents de parler automoto et que c'est moi qui démarrais la danse puisqu'on va parler de l'Europe et on va parler de la voiture électrique et de l'Europe. Et je vais vous poser une question, a-t-elle toujours le volant, cette Europe? Sur le domaine de la voiture électrique, bien sûr. C'est une bonne question. C'est un beau petit jeu de mots, c'était l'idée. On va en discuter ensemble tout à l'heure. Grâce à Jimmy Tomer qui arrive dans un petit moment, il nous dira que la route est plus claire avec des feux mieux entretenus. Ça, c'est grâce aux fiches techniques de Speedy Martinique. Donc on l'attend avec impatience, il va nous parler un petit peu de ça. Ensuite, Éric Rouget, avec Éric Rouget, nous verrons qu'une voiture surchargée est un vrai danger. On parlera PTAC. Parce que ça veut dire, moi, PTAC. Ça veut dire quoi, PTAC? Ne sois pas lourd comme ça. Poids total en charge. Poids total en charge, voilà. Donc ça correspond à quoi? À la voiture, en fait? Chaque voiture, c'est différent, donc c'est en fonction de ce qui est noté sur votre carte grise. D'accord. Alors, le poids vide, le poids total en charge et le poids total roulant autorisé. Voilà, donc c'est le poids total autorisé en charge, exactement, le PTAC. Nicolas Aron ensuite lancera une alerte rouge sur les batteries vertes et nous irons grâce à lui en Suède. Ouais, c'est ça, on va parler de l'ambiance qui est en ce moment électrique chez Northvolt. On verra. Pourtant, c'est une sacrée boîte, ça. Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure. Enfin, et vous avez vu qu'on a laissé le meilleur pour la fin. Enfin, Yona Namrit nous alertera aussi sur Tesla qui perd sa clientèle. Alors, un peu de partout, on l'a vu, en Europe particulièrement, mais pas que. Sur son marché secondaire, le marché le plus important après les États-Unis, c'est-à-dire dans quel pays? Eh bien, on s'exporte en Chine. Et c'est en Chine que Tesla perd énormément de clientèle et on verra pourquoi. Exact. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur le principe de l'émission? Ça vous... Oh, ça semble intéressant tout ça. Ça vous va? Ouais. Ok. Alors, soit on commence par ma rubrique, soit on commence par une question qui fâche. C'est vous qui décidez aujourd'hui. La question qui fâche. La question qui fâche. Bon, alors on l'a choisi, on va dire qu'on l'a choisi au hasard, c'est ça? La main innocente, c'est qui? Alors qui c'est qui explique un petit peu la question qui fâche à nos auditeurs? Disons que c'est une question qui lance des débats et qui a tendance à partager, à provoquer des réactions très intenses. Déjà au niveau des chroniqueurs, puis très au niveau des auditeurs. Quand même. On n'est pas... Et encore, vous n'avez pas toutes les images quand... Ah, c'est violent parfois. Oui, ça peut être violent. Oh là là. Ah, il y a des regards... Qui tue. C'est interdit au moins de 18 ans tellement c'est violent bientôt. Allez, c'est Yona parce que c'est la jeune femme de la soirée. On est un peu majoritaire en termes de gars. On fait un petit coucou à Andrea qui est partie en métropole en déplacement elle également et qu'on retrouvera donc dans une quinzaine de jours. Alors, la question qui fâche avec Yona, ça permet de démarrer l'émission, de commencer à discuter un peu ensemble. Allez hop, il faut sanctionner les gens qui laissent leurs déchets sur le bord des routes. Bon, est-ce que ça arrive d'abord?
Première question. Est-ce que vous avez déjà vu des gens soit jeter leurs déchets par la fenêtre, soit laisser des déchets au bord de la route? Les boîtes de McDonald's, les mégots On de ne cite pas de marque, mais les boîtes de burgers, vous voulez dire? burgers, c'est ça, de burgers. T'as déjà vu ça? Facilement. Et c'est interdit par la loi. Oui, ça va polluer les rivières, ça va polluer. Ça, dans le sud de la France, risque d'incendie avec les mégots, évidemment. Exact. Donc tous les grands incendies, les 3/4 du temps, sont causés par le jet de mégots sur le bord de la route. Donc interdit, et on le voit régulièrement. Donc ça, c'est le gendarme qui parle. Hein. Ça, c'est le gendarme qui parle. Alors, imaginons que tu sois motard, J'aime que tu sois... pas ça du tout. Bon, imaginons que tu sois en service et que tu tombes à l'arrière d'une voiture et puis que tu vois quelqu'un jeter des déchets par la fenêtre, tu fais quoi? Alors, j'ai déjà verbalisé ça, mais parfois je ne verbalisais pas. Je demandais gentiment à la personne de bien vouloir ramasser ses déchets, au lieu de la verbaliser et de pas lui faire la morale, mais qu'elle comprenne que ce ne sont pas des gestes à faire. Et puis, l'île est magnifique, donc on va la polluer, on va la salir. C'est notre île à tous, donc autant la préserver. Donc je pense que c'est aussi être écologiste aussi de faire ça, de ne pas jeter les déchets sur le bord de la route. Bon, côté déchets, on voit à peu près tout, je pense, hein, sur notre île. Bon, dans d'autres départements aussi. Hein, si on regarde un peu les reportages sur les grandes chaînes nationales, on voit bien que la plupart des mairies ont des difficultés avec les décharges sauvages en France métropolitaine et souvent dans des régions très très belles. Donc on voit bien que c'est un phénomène plutôt humain. Mais bon, c'est vrai qu'en Martinique, l'île étant plus petite, ça se remarque peut-être un peu plus en fonction des endroits où on se promène. Alors la question que je voulais poser à Yona ou à Nicolas, vous, ça vous est arrivé déjà de tomber sur des décharges ou des endroits où voir des gens simplement jeter leurs déchets par les fenêtres Si, constamment, effectivement, comme Eric disait, les mégots, des emballages quelconques aussi. Mais ça vous est arrivé d'intervenir, non, ou pas, d'attraper la personne, de lui dire... Alors toi qui fais du vélo en plus, Nicolas. Alors justement, j'attendais parce que là, c'est pas la question qui fâche, c'est la question qui me fâche. Oui, c'est sûr. C'est la question. C'est sûr. Sincèrement, alors déjà, quand on parle de déchets, j'ai envie de dire, premier exemple, même si on parle pas exactement de ce sujet-là, les VHU. Bon, déjà ça, c'est une forme de déchet, très visible, etc. Mais je dois dire que je suis impressionné par la capacité des gens à trouver des lieux insolites pour se débarrasser de leurs déchets. Effectivement, je fais du vélo, donc je passe sur des routes pas trop fréquentées que peu de personnes parfois connaissent, etc. Et c'est là où on trouve les pires décharges sauvages. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui empêche? Alors, les petits, on va dire, les mauvais comportements. Je suis en voiture, je balance un mégot, je balance un gobelet, etc. Déjà ça. Qu'est-ce qui t'empêche de garder dans ta voiture ces petits déchets-là, attendre que tu arrives à proximité de poubelle, attendre que tu arrives de chez toi et jeter ça? C'est déjà une première chose. Mais les gens qui chargent des camionnettes, etc. et qui vont décharger tout ça en plein milieu de la forêt, mais que quelqu'un m'explique en fait pourquoi. Donc c'est pas la question qui fâche, c'est la question qui me fâche. Ça m'énerve. Moi j'ai vu ça quand même sur le parcours de santé de Schœlcher, enfin ce qu'on pourrait appeler le parcours de santé de Schœlcher, parce qu'en fait il y en a plusieurs, mais celui qui est autour de la piscine en bas, là où il y a les locaux de la mairie d'ailleurs, les locaux techniques de la mairie, etc. Mais sur ce tour-là, j'ai vu ça déjà, moi, un artisan poser ça au bord de la route, quoi. Poser, vider, alors qu'il y a des gens qui marchent et tout. C'est sûr. C'est bien quand même. C'est quand même une sacrée culture de philosophique. Poursuivi. Moi, je l'ai déjà fait en fouillant des poubelles, même pour trouver des indices. Bien sûr, trouver des indices. Voir les personnes trop bien. Et les amener au tribunal après. Enfin, les artisans ne sont pas bêtes, hein. Ils jettent ça sans mettre ils enlèvent les preuves quand même. Hein. Alors, vous savez, les artisans, je ne dis pas que tous les artisans sont comme ça, mais certains artisans évidemment, parce que généralement les artisans sont plutôt consciencieux. Mais il y en a quelques-uns qui malheureusement ne font pas ce qu'il faut. Surtout qu'il y a des déchetteries maintenant un peu partout, donc voilà, c'est plus facile qu'avant pour recycler les déchets, pour les réutiliser. Mais il suffit parfois des choses, enfin excuse-moi Yona, c'est à toi de parler. Il y a juste une chose, parfois il suffit que la déchetterie soit fermée, que ça soit pas la bonne heure, on se débarrasse de ses affaires quoi, en gros. On a connu ça à Schœlcher, hein, sur la déchetterie de Schœlcher, à une époque où elle était fermée, où elle avait des soucis. Les gens déposent devant la déchetterie à tel point qu'on pouvait même plus ouvrir le portail de la déchetterie. Donc bon, ça va quoi. Il y en a. Alors, dire tout de même que les citoyens se mobilisent aussi.
puisqu'il existe des comptes Facebook, voire Instagram, hein, maintenant vivent les réseaux sociaux, où effectivement ils vont quelquefois prendre en flagrant délit certains habitants ou autres en tout cas qui ont des comportements déviants de ce côté-là. Mais, petit bémol peut-être aussi, quelquefois, il faut aussi se demander si au niveau des services municipaux, s'il y a des rotations assez importantes, tu sais, pour des camionnettes qui vont permettre de récupérer des équipements assez volumineux. Parce que sinon, forcément, les gens, à un certain moment, c'est comme ça aussi hein, que ça commence les espèces de décharges un peu sauvages. Alors, je suis partagé. Hein. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi à la fois. Parce que si effectivement on constate qu'autour des poubelles, il y a effectivement des déchets qui s'accumulent, etc., là, je suis OK avec toi. Mais il faut reconnaître aussi que très souvent, les déchets se retrouvent alors loin des déchetteries et loin des poubelles également. Mais je te rejoins sur le fait qu'il y a déjà en Martinique, de façon générale, il n'y a pas suffisamment de poubelles. Ça, c'est quelque chose, à chaque fois que je vais à la plage, je me pose la question, où sont les poubelles ? C'est ça, le plus souvent, on va voir au niveau des pieds des immeubles, il y a souvent un encart où on explique en fait au niveau du local à poubelle, ce seront vraiment les déchets ménagers habituels. Mais c'est vrai que dans la vie de n'importe qui, quelquefois on a peut-être besoin de jeter un mobilier défectueux ou autre. Et donc les gens n'ont pas forcément toujours le moyen de locomotion qui va permettre d'emmener vers la déchetterie. Frigo, donc peut-être penser aussi les choses différemment, peut-être au niveau des services municipaux, améliorer la qualité de les verres. Ouais. Tour de ramassage. Oui. Exact. Mais je te rejoins, il y a des gens qui sont de vrais malpropres, honte à vous, hein, si donc, vous reconnaissez. Donc on pourrait aussi monter une assos dans ton port, exact. Ça pourrait marcher dans ce sens-là aussi. Ça concernerait cette fois les déchetteries. Ramassent sur les plages, qui ramassent sur le long des routes. Il y a plein de gens qui le font, tant mieux. De plus en plus de gens, et je trouve que pour le futur, c'est une bonne chose ça. C'est que les gens se mobilisent. Et puis, après, c'est vrai qu'au niveau de la question qui fâche, c'était plutôt au niveau des routes, mais on met quand même en avant le travail exceptionnel de certaines associations qui vont aussi sur les plages. Exactement. Et qui récupèrent le plastique, les déchets en général. Les déchets, enfin bon, voilà, bravo à vous. Après, rien n'empêche aussi, quand vous allez à la plage, de prendre un petit sachet, justement, alors peut-être pas forcément en plastique, mais un sachet quelconque, et puis de récupérer au fur et à mesure, effectivement, quand vous marchez, quand vous faites une balade, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui sont totalement anonymes, hein. Ils ne sont pas forcément d'une association, mais ils ramassent les déchets au fur et à mesure. C'est l'engagement citoyen aussi. Oui, c'est très bien, c'est des belles civilités, il y en a tellement de pas très belles, que quand il y en a des belles, il faut le dire. En tout cas, on est tous d'accord pour dire qu'il faut un changement de comportement, totalement. Et qu'il faut préserver cette île qui est magnifique. Je suis d'accord, il faut sanctionner. Voilà. Ok, si vous êtes d'accord, on parle un petit peu de voitures électriques et d'Europe. Dans vos têtes, comment ça va ? Tout va bien en termes de voitures électriques ? Vous avez tous fait votre transition énergétique. Il y en a, tu as acheté ta voiture électrique sûrement ? La dernière R5, je suis sûr. Puisque je suis à pied. Voilà, tu es à pied pour l'instant. C'est écologique, hein, bah oui. Ça va changer. Mais clairement, je suis dedans. Je suis sortie de la voiture vers la mobilité la plus verte possible, hein, j'ai envie de dire. Je suis à pied. Voilà. Bon. Je fais ma BA. Du coup, c'est une transition énergétique forcée, on peut le dire, finalement, quelque part. Compte. Forcée, mais qui compte, voilà. Voiture électrique, vous avez évolué un peu depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ça fait un mois. Voiture électrique, vous avez évolué un peu, ça va ? Vous êtes toujours dans l'idée qu'il faut arriver à 2035 avec des voitures électriques ou sans voitures électriques Je dois reconnaître qu'il y a de plus en plus d'arguments en faveur de l'électrique, je reconnais. Mais un argument qui va toujours en défaveur, c'est quand même le prix. Donc, bon, ça change là en ce moment, ça change. Oui, ça commence à changer. Si on consomme du côté de l'Asie notamment, voilà, j'ai envie de rester en Europe quand même. Donc. Bon, en tout cas, sachez que dans l'UE, 15% des émissions totales de gaz à effet de serre, les GES, donc, sont réalisées finalement par les voitures particulières. 15%. Vous allez me dire c'est beaucoup et en même temps c'est peu. C'est-à-dire que tout le reste, c'est émis par d'autres moyens. Il y a l'industrie. Donc l'industrie automobile aussi. Il y a les avions, il y a les transports maritimes, il y a le transport par camion, etc., etc. Enfin, il y a plein de choses qui vont dans ce sens-là. Mais il faut savoir que l'industrie automobile européenne représente 7% du PIB de l'UE
et qu'on a un vrai problème. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que l'Europe est toujours au volant finalement du problème du véhicule électrique? Parce que tout le monde est conscient que finalement aujourd'hui, ceux qui détiennent les clés de l'évolution de ce type de véhicule, ce sont bien sûr les Chinois. C'est ce qui fait un petit peu la différence, même si les constructeurs européens s'y mettent véritablement. Alors je voulais poser une question simple. Est-ce que vous pouvez me sortir un modèle chinois qui vous vient à l'esprit comme ça immédiatement, 100% électrique? Une bide. Une bide Anne. D'accord, oui, bon, pourquoi pas. J'ai pas le modèle, mais moi je suis très MG en fait. MG, d'accord. Il y en a? Moi je sais pas, je marche à pied. Non, c'est pas elle qui parle, c'est moi. Je sais pas, Beyond, c'est chinois ou pas? De quoi? Beyond. BYD, tu veux dire? Beyond. BYD, BYD. Exact. Ouais, c'est chinois, bien sûr, c'est chinois. Eh ben voilà. Ils ont une centaine de marques, donc ils sont bien en avance. BYD, c'est le premier fabricant chinois de voitures électriques. Eh ben voilà. Et ça tombe bien qu'elle en parle, parce que BYD, pour la première fois, enfin pour la seconde fois même, est passé devant Tesla en termes de vente de véhicules à l'échelon mondial. Donc ça explique plusieurs choses. Ça explique alors déjà la chute de Tesla, mais plus pour des raisons liées à son PDG, on va dire. Mais c'est pas que ça, c'est aussi que BYD sort des véhicules à des prix plus intéressants, avec une qualité qui est souvent identique à celle de Tesla. Et donc, on en arrive à ça. On reparlera de Tesla tout à l'heure d'ailleurs. Hein, oui, on va pas déflorer tout de suite, mais oui. Voilà. Alors, donc, pour continuer dans ce domaine, sachez que l'objectif de 3,5 millions de bornes installées en 2030 est encore très lointain, malgré les 220 000 nouvelles bornes installées en 2024 en France métropolitaine, puisque l'autre problème que nous n'avons pas en Martinique, puisque donc nous en Martinique, si on parle de bornes électriques et si on parle de recharge, en Martinique, comment dire, faire à la maison. C'est plutôt à la maison presque. On va dire exactement. C'est-à-dire que le temps de trajet sur nos routes, il est si on le calcule en kilomètres, il est entre 80 et 150 km pour un particulier lambda qui va travailler, qui va faire ses courses, qui travaille dans un bureau, on va dire, ou en fixe. Pour un commercial, ça serait un peu différent. Mais pour l'ensemble de la population, la recharge n'est pas tellement importante. Parce que quand vous achetez votre véhicule en Martinique, on vous vend la recharge avec. On vous vend la borne, pardon, avec. Donc vous chargez le matin et le soir. Mais en France, on est loin du compte. Et en France, le problème, c'est que quand vous avez un véhicule électrique, il faut calculer quand vous faites plus de 300 km. Est-ce qu'avec les évolutions de la voiture électrique, on ne va pas arriver justement à être un peu tranquille avec ça? Parce que ça évolue très vite, le kilométrage, le temps de recharge. J'ai vu que c'était extraordinaire, hein, les temps de recharge qui arrivent. Non, mais on est d'accord, ça va sûrement évoluer. Mais aujourd'hui, c'est factuel. Aujourd'hui, le problème, c'est que on devrait avoir un nombre de bornes qui est en deçà de la réalité. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le problème qu'on a en France métropolitaine, c'est que quand on part en voyage, on va dire qu'on va faire 800 km. Donc, on traverse la France. On va de Strasbourg à aller à 800 km, ça fait quoi? Strasbourg à la Bretagne, on va dire, ça doit faire à peu près dans les 800 km. Ça veut dire qu'il faut calculer le nombre de bornes, bien sûr, donc le nombre de kilomètres, le nombre de temps d'arrêt à une borne. Et qu'est-ce qui se passe quand on roule sur l'autoroute? Vous avez des panneaux lumineux qui vous indiquent à la prochaine, alors vous êtes déjà, on va dire, un peu dans le rouge, la prochaine borne est en panne. Et donc vous êtes obligé de vous taper 20 bornes de plus. En moyenne, c'est 20 bornes entre chaque station. Et à la deuxième station, vous arrivez et il y a 25 personnes qui sont en attente. Aurais-tu testé ça? Parce que ça sent le véhicule. Donc parfois c'est le casse-tête. Le casse-tête total et le voyage peut devenir une catastrophe. Donc ça, c'est un des freins vraiment majeur pour que certaines personnes passent le cap et fassent la transition énergétique. Et enfin, on finit avec ce que tu disais tout à l'heure, le dernier frein justement à cette transition énergétique pour ce qui est de la France métropolitaine comme pour la Martinique, c'est quoi à votre avis? Le
prix. Le tarif, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, pour faire une transition énergétique, il faut mettre un minimum de 35 000 € dans une voiture. Regardez la dernière R5 100% électrique, on l'attendait normalement aux alentours des 25 000 €, et puis les événements internationaux, le problème des composants, et tutti quanti, on va dire, pour parler créole. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La voiture était aux alentours de 35 000 € en France métropolitaine. Donc, elle permet à peine à certaines personnes de pouvoir faire de transition énergétique. Donc, on a besoin de quelque chose de précis. On a besoin de voitures entre 15 et 25 000 €, on va dire. Sans oublier la question du SAV. Et elles arrivent, hein. Sans oublier la question du SAV aussi. Sans compter la question du SAV, mais ça, c'est encore un autre problème. C'est un autre débat. On fait une pause pub, si vous êtes d'accord. On fait une pause pub et on revient. Okay, allez, à tout de suite. Et je voulais remercier Maxi Martinique, bien sûr, gtmag.fr, label web Speedy Martinique, et bien pour leur partenariat. Et nous souhaitons un bon dîner-spectacle à tous les clients qui viennent manger avec nous tous les 15 jours à l'Arrobase dans le légendaire restaurant du Casino Batelière Plaza. C'est trop génial. Et on grossit même pas. Il y a une nouvelle carte en plus. Il faut venir essayer, c'est vraiment très très bon. Moi je vous conseille de venir tester ce restaurant. Très amical, et en plus de ça, il a changé de décoration pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc on est dans C'est vrai, hein. Yona, on est quoi? On est dans un espèce de... Comment on peut appeler ça? Je trouve ça beaucoup plus intimiste. C'est reposant, c'est vert, c'est fleuri. C'est joli en fait, c'est bien fait. Donc bravo à celui qui a fait ça, franchement. Alors, on est dans l'émission, vous le savez, le talk show Automoto des Antilles, et on vient de parler un petit peu de voiture électrique, on a parlé de tarification, on a parlé du fait qu'il fallait que la voiture électrique devienne un petit peu moins chère. Donc on compte beaucoup sur nos constructeurs, bien sûr, français, entre autres. Mais on compte beaucoup sur les concessionnaires pour nous proposer des véhicules bien moins chers. On parlait pour qu'un jeune puisse faire sa transition énergétique aujourd'hui, il faut qu'il ait des mensualités de 150 balles par mois, quoi. Allez, 18 000, 20 000, 22 000 € grand maximum. Et ça arrive. On a l'Hipmotor qui vient d'arriver sur l'île avec la T03. On est aux alentours des 25 000 € Il y a la C3 qui n'est pas trop cher qui arrive aussi. Il y a le Dacia Duster qui arrive aussi. Très beau il y a véhicule. quelques voitures. Oui, c'est sympa, hein. Alors nous, on essaie la version hybride. Duster, donc allez voir sur gtmag.fr. Comment? Duster vont faire l'électrique aussi. Oui, ça va venir. Bien sûr, ça va arriver. Donc tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont déjà connus dans leur gène pour faire des véhicules assez bon marché, de bonne qualité, fiables. On les attend avec impatience. C'est ça qui va faire la différence, en Martinique comme ailleurs, pour pouvoir faire une transition énergétique raisonnable. On pose une question qui fâche, si vous êtes d'accord. Fâche. La question Allez, je la prends au hasard. Je la tape au hasard. C'est Eric qui la pose. Voilà. Alors, j'en ai qui ne sont pas pliés encore, c'est normal. C'est parce que Ne nous fâche pas trop. on triche dans cette émission. On triche. Attention. Alors, la question qui fâche par Eric Rouget. Donc moi je ne vais pas répondre. Je vous laisse répondre. Ah bon? Il faut plus de gendarmes sur nos routes. C'est donc la question qui fâche. Alors, est-ce qu'il faut plus de gendarmes sur nos routes? Alors d'abord, est-ce que vous avez vu un changement, vous, de comportement des conducteurs? Alors déjà par rapport aux événements de novembre, qui ont été des événements un peu bousculants, on va dire, et puis par rapport au fait qu'il n'y ait plus de radar sur la route, ou très peu, pas encore réinstallé. 2 morts en moto dans la semaine dernière. 2 morts en moto la semaine dernière. Bon, je relève cette idée qui est effectivement
mais je dirais que c'est peut-être le moins bon exemple à prendre, même si je suis bien d'accord que deux motards de décédés, c'est terrible. triste. Mais je veux dire, Ce même sont avec des les jeunes, radars, en plus. malheureusement, on avait des motards décédés. Ce que je voudrais savoir plutôt, c'est, et là d'ailleurs on manque de chiffres, et on va essayer de réinviter peut-être les gens de l'ADL pour voir un petit peu aussi qu'on en est. Où ça en est aussi, Mais ça. je voudrais savoir si vous avez vu un changement de comportement On dirait la PlayStation sur les gens en sur termes de les quatre vitesse. voies, là. Pardon ? Quand je viens ici le soir, là, on dirait la PlayStation sur les 4 voies. Ah oui, On se fait doubler à droite, à gauche. ouais. Alors, Nicolas, Aaron ? c'est curieux, mais alors je suis d'accord avec toi, mais on va dire que c'est par moment. C'est-à-dire que je trouve que les comportements extrêmes sont plus extrêmes, Ouais. mais qu'il y a quand même un certain pourcentage des personnes qui sont aussi plus raisonnables. Alors, je me pose la question, est-ce que c'est lié aux fins de mois difficiles et le carburant est plus cher, donc on évite d'appuyer trop fort sur l'accélérateur, pardon, ou est-ce que c'est vraiment une prise de conscience sur le fait que la route est dangereuse, etc. Donc je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais je suis d'accord avec toi, parfois aussi, tu te fais doubler dans tous les sens. Ça m'est arrivé encore dimanche dernier, j'ai vu une voiture arriver dans mon rétro, mais elle était au moins à 500 mètres, mais le temps de mettre mon clignotant, elle m'avait déjà doublé, donc je sais pas à quelle vitesse elle était, mais elle roulait vite. Bon, c'est vrai, il y en a. Ben écoute, je trouve, moi également, alors c'est sûr que je ne suis pas souvent sur les routes, du coup, mais... En tout cas pas en voiture. Est-ce que tu passes au passage piéton Yo. Mais pour le peu de temps où je peux me retrouver dans un véhicule, je trouve que les comportements sont tout de même un peu plus raisonnés que ceux qu'on pouvait voir avant. Je pense que D'accord. les personnes, en tout cas c'est mon impression, Oui. les personnes s'autorégulent globalement. Après, pour la question au niveau des gendarmes, je suis un peu rebelle, voilà. Donc, j'aurais tendance à dire oui et non. Non, pas pour à chaque fois restreindre avec des contraventions, des choses comme ça, mais oui pour être vraiment dans cette idée de sensibilisation, De d'information, de prévention. Je suis d'accord avec Ça toi. oui. Ne serait-ce que voir le gendarme, c'est vrai que du coup tu vas... La présence sur la route Exact. fait que tu vas te réguler tout seul. Totalement. Et que, comme tu disais, il y en a qui ont une conscience déjà de la circulation et des dangers. Et puis après, c'est un peu extrême à l'autre côté où ceux qui vont dépasser toutes les bornes en fait. Et c'est ceux-là dont il faut s'occuper quand même. Alors, donc finalement, on répond à la question oui ou non. Est-ce qu'il faut-il plus de gendarmes sur la route oui ou Alors, non. Pour la prévention ou pour la contravention, peu importe. Mais Alors, est-ce qu'il faut... je dirais pas. Est-ce qu'on les plus voit de suffisamment? gendarmes, La mais question d'une est manière inversée. beaucoup plus raisonnée. En fait, lutte entre guillemets, hein, ça fait pas, c'est pas joli, mais l'usage de la gendarmerie d'une manière beaucoup plus raisonnée pour le bien-être de la population et pas pour restreindre pour une manière coercitive, voilà. Bon, de toute façon, c'est toujours un peu pile et un peu face. Si oui. les gendarmes ne peuvent pas ne servir à rien non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est obligé de C'est sûr mettre qu'à des un certain moment, contraventions. il faut sanctionner. Bon, d'accord, Je suis mais j'ai d'accord. compris. C'est une vision des choses. Nicolas? Pour ma part, je dirais oui, il en faut plus, mais pas spécialement pour la vitesse, pour contrôler l'état du véhicule, pour contrôle au niveau des stupéfiants, alcool, etc. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Oui. Eric, donc, du coup, tu peux quand même répondre. Oui, voilà, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Ça sauve des vies, ça empêche des gens de partir à l'hôpital. Donc, c'est nécessaire. Bon. En sachant que la configuration de notre île, de toute façon, fait que sur la rocade et l'autoroute, par exemple, c'est vrai qu'il est difficile d'avoir des contrôles de gendarmerie ou des contrôles de police, puisque donc c'est vrai que après c'est plutôt sur le réseau secondaire où ça se passe potentiellement. Oui, la construction des routes et le relief et tout ça, comme on en parle souvent, font qu'il y a plus de risques que sur une 4 voies où vous avez des grillages longs avec une bande d'arrêt d'urgence réelle, sans des entrées d'autoroute partout. Bon, il me semble quand même que depuis le début de l'année, il y a un petit ralentissement des accidents un peu graves, on va dire, en dehors des accidents de moto, bien sûr, mais il me semble, on va essayer de se rapprocher de l'ADL pour savoir. On va essayer de voir avec Eleonore, ça ne veut pas revenir de temps en temps dans l'émission quand même pour nous parler de ça. On lui fait un gros coucou d'ailleurs, parce qu'elle est très occupée avec Zitata en particulier. Bon, on le sait tout ça. Alors... C'est vrai que la surcharge de voitures, ça peut être un vrai problème.
Alors, en métropole, les surcharges de voitures, ça concerne souvent le départ en vacances. Il y a beaucoup de gens qui partent hyper chargés. Chez nous, le problème se pose moins de cette façon-là. Mais toi qui étais gendarme, on va en rediscuter, bien sûr, ne t'inquiète pas, c'est toi qui vas nous en parler. Mais c'est vrai que chez nous, peut-être, on parle plus de déménagement, par exemple, de gens qui transportent de la marchandise. Pas forcément des professionnels, d'ailleurs, parce que là, c'est encore une autre législation. Il y a un gros distinguo entre le professionnel, justement, l'artisan ou la personne lambda, comme vous et moi, qui vont se retrouver sur la route, parce que le professionnel sait. Donc il sait que s'il prend 35 kg de ciment, ça va faire tel poids, et donc son poids vide du véhicule ou son poids total en charge, il suffit de faire la différence, hein, c'est pas compliqué, c'est sur la carte grise, il va le voir tout de suite. S'il met du carrelage ou du sable, il aura la pesée du sable, donc il verra tout de suite. Donc un professionnel, il est au courant plutôt de ces règles-là. Même si parfois, au lieu de faire deux allers-retours, il préfère en faire un seul chargé. Mais justement, tu parlais de l'Adréal, et l'Adréal est chargé des contrôles, et il y a des bascules portatives, on va dire, pour pouvoir peser les véhicules sur le bord des routes. J'ai jamais vu ça en Martinique, perso. Moi, sais pas s'il y en a, mais... J'en ai fait. D'accord, ok. Mais bon, normalement, ils vont pas t'arrêter à toi, justement. Ils vont arrêter les professionnels de la route. D'accord. C'est tout, on a que ça à dire. Non, c'est pas tout, non. Non, c'est pas du tout une rubrique à prendre avec légèreté. Je sais pas, moi je me pose la question. Donc, c'est surtout, voilà, Pâques arrive. Donc, doucement, avec tous ces ponts aussi du mois de mai. Et donc, on va être où ? Eh bien, en camping au bord de la plage. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, il va falloir emmener les barbecues, les glacières de compétition, les tentes, les tables, les chaises, la vaisselle, voire le frigo, le groupe électrogène, pour certains la télé. La sono, tu l'as dit, la sono ? Ça, c'est du camping La sono, naturel. La liste est non exhaustive, Jean-Marc. Hein. On peut en rajouter. Et évidemment, votre belle-mère. Bah, ça, c'est normal, toute par la contre. famille. Ça, c'est normal. Ah, si tu oublies la belle-mère. Alors là... voilà, où mettre tout ce beau monde et tout ce matériel ? Je vous le demande. Sur le toit ? Dans la voiture, évidemment. Ah. Voire sur le toit, tu l'as dit, Nico. Parce qu'on va peut-être charger aussi sur les barres de toit, à l'arrière du pick-up. Donc, est-ce qu'on le voit, ça, franchement, en Martinique ? Non, on le voit pas, ça, pas trop. mais pas du tout. Si. Non. Surtout à ces périodes-là, en fait. Ouais. Après, le reste de l'année, ça se voit beaucoup moins, quand même. Mais là, c'est À Pâques, ouais. le traditionnel un oui. peu... On arrive à mouvement Pâques. de où on va aussi, hein, nous-mêmes. Hein, Ouais. Qui ne prend pas sa glacière pour aller sur les plages et ses hamacs. Hein. Dans la voiture, oui, sur le toit. Donc il y a quand même quelques règles à respecter, parce qu'au premier virage, au rond-point ou au dos-d'âne, eh bien, ça va être le drame. Donc il va falloir ne pas attacher tout ce matériel avec des bouts de ficelle, hein, sur le toit, mais avec des sangles qui vont bien, qui vont bien tenir le matériel pour éviter que ça bascule. Et surtout, ne pas trop charger votre voiture. Elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ça. Les suspensions, les freins, la direction, rien n'est fait pour ça. Vous allez rallonger les distances de sécurité lors des freinages et faire tout voler dans la voiture, d'ailleurs, quand vous allez freiner, hein, puisque tout va basculer. Chaque objet qui est dans la voiture, quand vous allez freiner ou avoir un accident, ça va être un projectile qui va vous arriver dessus, parce que vous êtes attaché, mais pas les objets. Et même le moteur, l'embrayage ne sont pas faits pour ça, sans parler de la consommation de carburant. Il y a quand même beaucoup d'inconvénients à surcharger sa voiture. Bien évidemment, le risque, donc, c'est l'accident. Bah, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui risque de rompre, finalement, quand il y a surcharge ? Alors, les suspensions, Première la direction... les cardans, tout ce qui tient, les roues. Tout ce qui est mécanique et qui est prévu, en fait, pour une petite capacité. Tout le monde n'a pas un pick-up, justement, ou avec une grosse capacité de chargement. Chaque véhicule a son poids à vide et son poids total en charge, et les constructeurs, en fonction de ce qu'ils vont mettre comme diamètre dans la colonne de direction ou dans la taille des suspensions, vont donner un poids total en charge autorisé à ne pas dépasser.
Mais c'est très compliqué sur la route de savoir un petit peu. Évidemment, comment on c'est fait une infraction, hein, Oui. Jean-Marc. Hein, Bah oui. c'est 135 €. 135 €, bien sûr, ça va avec. C'est quand même pas donné, voire plus. 135 €, c'est le minimum. D'accord, Parce qu'on peut avoir plusieurs infractions à la surcharge sur un véhicule, d'accord. au poids total roulant autorisé, au PTAC, à la charge par essieu. Donc ça, peu de gens le savent, hein, mais c'est pas marqué sur les cartes. Et quand tu es gendarme, tu fais comment alors? Alors, Tu as la possibilité d'emmener la voiture pour la peser ou pas? donc c'est un petit peu compliqué. Ici, il y a très peu de bascules, sauf des bascules privées. Donc on peut faire avec l'Adréal, par exemple, comme on a expliqué tout à l'heure, hein, avec les pesons, ça s'appelle des pesons, qu'on va transporter et on va arrêter les véhicules sur le bord de la route avec ça. Ou aller dans des sociétés privées, par exemple des carrières, qui ont déjà des bascules. On va réquisitionner la bascule homologuée, évidemment, de la carrière pour pouvoir aller peser à cet endroit-là et vous donner le poids exact. Parce que quand on charge un véhicule, comme on disait tout à l'heure, avec les glacières, etc., on ne sait pas combien de poids on va avoir. Déjà, il y a les personnes dans la voiture, ça on peut savoir, hein. Et, si elles veulent bien nous dire leur bon poids. Sans tricher. Sans tricher, évidemment. Nicolas. Mais c'est compliqué, donc on peut voir ça à la forme de la voiture. Il suffit d'un petit coup d'œil, hein. Vous avez les pneus qui vont être aplatis, les suspensions qui vont être... Ça se voit vite en fait, ça se voit vite. Oui, ça se voit vite. Bon. La voiture, elle va être rabaissée. Les lames du pick-up, comme c'est souvent un lame à l'arrière du plateau, ça va être à l'envers. Donc ça se voit, les lames. Elles ont une certaine forme et si vous chargez trop, elles vont passer de l'autre côté. Donc c'est au premier coup d'œil, un gendarme, il va voir ça. Donc, on s'arrête là si tu es d'accord, parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. Mais on est d'accord sur... oui, je te coupe un peu ta rubrique, mais on est un peu en retard. Mais bon, globalement, on est bien d'accord que ça fait partie de... T'avais autre chose à dire de vraiment important, non ou pas? Non, c'était juste la conclusion. Après, voilà. Ce serait dommage de finir donc ces beaux week-ends au bord de la route, voilà. Oui, c'est ça, c'est dommage. Et puis passez des bons week-ends et soyez prudents. Sinon, faites comme j'aime, vivez d'amour et d'eau fraîche. Nus sur la plage. J'ai arrêté l'amour là, je vais que de l'eau fraîche, c'est tout. Ok, c'était une très belle rubrique, bravo. C'est vrai qu'on en parle très peu de la surcharge des voitures dans cette émission et c'est bien d'en aborder le sujet, donc bravo Eric. On se tourne vers Speedy Martinique, non vers Jimmy Thomas, mais qui représente Speedy Martinique. Pourquoi? Parce que donc lui nous explique que avoir une bonne gestion de ses feux et donc un bon entretien de ses feux permet d'avoir un très bon éclairage sur la route. Ça paraît tellement logique. Mais est-ce que c'est normal qu'on soit obligé d'entretenir les feux de voiture? Alors, entretenir les feux, on va peut-être surtout parler des ampoules qui équipent les véhicules. Alors, c'est vrai qu'avec la technologie actuelle aidant, on se retrouve avec des systèmes de dernière technologie, comme les systèmes à LED, tout ce qui est feu Matrix pour certains concessionnaires allemands et autres. Donc, ça demande quand même un entretien. Pour les véhicules plus conventionnels qui sont équipés d'ampoules halogènes telles qu'on les connaît, ce sont des ampoules qui peuvent claquer, comme des ampoules domestiques à la maison, donc qui demandent à être remplacées. Maintenant, la visibilité en elle-même pour chaque véhicule peut être améliorée si, outre le fait de changer ces ampoules, on entretient aussi ces blocs optiques. Donc l'entretien de ces blocs optiques peut se faire par une rénovation, de ceux-ci. Il y a des entreprises qui sont spécialisées uniquement dans ce domaine-là, donc qui pour certaines ont pignon sur rue. C'est une opération qui est possible dans les centres Speedy, plus particulièrement sur celui de Schellcher, où on a un très bon technicien qui se prénomme Jonathan. Un petit coucou à toi, mon Jojo. Qui est spécialisé dans ce type de prestations-là et qui peut redonner un vrai coup de neuf au bloc optique. Alors, je me suis souvent posé la question justement sur ce genre d'intervention chez vous. Est-ce qu'on gratte le verre ou est-ce qu'on passe un produit qui permet de fluidifier un petit peu ce verre qui, à mon avis, se salit de l'intérieur, c'est ça? Il est en retard sur le verre.
Il est un peu en retard sur le verre parce que c'était une autre époque. Alors, le verre, effectivement, c'est ce qu'on trouvait auparavant. Auparavant, ouais, je reconnais. Jadis. Donc, on est maintenant sur des projets. Mais moi, en 1875, quand la voiture est née, voilà. c'était du verre, quoi. Voilà. Ça, c'était avant. Mais on disait qu'auparavant, que c'était mieux avant. Mais bon. Aujourd'hui, c'est tout aussi bien. Donc, les blocs optiques sont pour la plupart en matière plastique ou en polycarbonate. Je crois que c'est un dérivé du plastique qui, malheureusement, avec le temps, les années, l'utilisation, les intempéries et autres, ça, on l'a tous vu sur nos véhicules, particulièrement ceux comme le mien ou comme celui d'Éléonore. Coucou à toi, Éléonore. Donc des blocs optiques qui se ternissent avec le temps et qui demandent à être entretenus. Alors pour l'entretien, ce sont des produits qu'on peut trouver un petit peu partout dans des centres spécialisés, parfois dans les rayons automobiles des supermarchés. Ce sont des produits qui pour certains ont certaines propriétés abrasives qui permettent un peu de nettoyer et de récurer, enfin de particulièrement bien frotter le bloc optique. On l'essuie et ensuite on repasse un dernier produit type vernis un petit peu qui lui redonne une clarté proche du neuf. Allez, on fait une petite pause publicitaire et on revient et on termine avec ta rubrique. À tout de suite. À tout à l'heure. Merci donc à toutes les équipes de ce très bon restaurant pour son accueil. Il y a beaucoup de monde ce soir qui dîne avec nous et tant mieux. Ils viennent assister à notre émission. Ça fait plaisir, non ou pas? Ah ouais, c'est bon. Très bien. On peut remercier aussi Speedy Martinique, merci à gtmac.fr, merci à Label Web qui s'associe donc à moi pour souhaiter un bon dîner spectacle justement à tous les gens qui sont autour de nous. Ça a l'air très bon. En plus, il y a une nouvelle carte à l'arrobase et je vous conseille de venir la déguster. Le chef fait des merveilles. Alors, Yona, tu avais une question à poser sur les feux de Jimmy. Exact. Alors, c'est vrai que pour traiter l'opacité des blocs optiques, il y a pas mal de solutions qui pullulent sur le net et notamment des solutions à faire chez soi, par exemple avec du dentifrice. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce type de solution? J'ai vu ça passer aussi, moi. Ça marche. Le dentifrice, ça marche. En fait, ça marche. Eric, par exemple, sur les visières de moto, tu peux passer du dentifrice, ça fait un petit peu comme du polish, et donc tu peux frotter sans faire de rayures. Donc ça peut marcher. Mais ça dépend du dentifrice. Alors, on va dire que ça dépend du dentifrice, mais non. Autant se tourner vers des produits qui sont dédiés à cet usage-là, qui ont qui ont la formulation chimique dédié à ça, encore une fois je me répète, mais c'est pas tout le temps vrai. Ce qu'on voit sur le net, sur YouTube en particulier, c'est pas totalement vrai. Non, autant avoir des produits vraiment professionnels que l'on trouve dans des magasins spécialisés. Alors, globalement pour terminer, Speedy donc est en mesure de nettoyer ses feux, les rendre plus neufs et de permettre donc d'avoir un meilleur éclairage sur la route. Oui, on est en mesure de pouvoir faire cette rénovation de feu, oui. Eh ben c'est trop génial. Merci à toi Jimmy, c'est trop bien et tu restes avec nous bien sûr pour la suite de l'émission. Alors je me tourne vers Nicolas Aron qui lui veut monter son usine de batterie en Martinique. Ah là 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 là. Ah, c'était une aventure qui s'avère délicate, vu la chronique qui s'annonce. Vous êtes sûr de ça? Mais tu sais que tu ferais fortune si tu montes demain une... Et pourquoi pas, je veux dire, monter une entreprise de batterie en Martinique, batterie pour voiture, bien sûr. Pourquoi pas? Mais le marché est-il suffisamment grand si on parle purement business? Non, il faut. C'est une idée. Quand on voit les gigafactories de batterie... C'est une vraie idée. Bon, Jimmy, on s'associe, on y va. Ah partons. Allez, c'est parti. Quand on voit Northvolt... On va demander une aide à la 7e. Northvolt prendrait la moitié de l'île, un tiers de l'île, dans sa grandeur. Utile, hein. Il faut que Nicolas nous en parle, mais vraiment... Non, moi je trouve que ce serait vraiment utile. On va en discuter. Alors déjà,
Alors, gros pépin quand même. Gros pépin, mais alors, je me sens riche ce soir. J'aimerais savoir qui est capable de me dire où se situe la ville de Skelftea. Une ville, c'est là une des villes les plus électriques du continent européen. Moi, je sais. En Autriche ? Je sais plus. J'ai entendu Suède ou Norvège ? En Autriche ? Suède. Ouais. Suède. Ah, C'est dans le nord de la c'est un Suède. pays nordique, Je effectivement. vais tout vous expliquer. Bon, alors, il s'avère que le rêve européen des batteries percute un mur. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, nous rencontrons un énorme nid de poules sur la route de la domination des véhicules électriques pour l'Europe. La nouvelle est tombée. Northvolt, l'entreprise suédoise saluée comme le champion européen des batteries, a déclaré faillite. Donc le 12 mars, c'est récent, Northvolt a annoncé qu'elle jetait l'éponge. Alors c'est un coup dur pour l'entreprise, c'est sûr, mais c'est aussi un coup dur pour l'ensemble de l'industrie automobile européenne, en particulier le secteur des véhicules électriques qui a déjà du mal à suivre le rythme de ses rivaux européens, américains et asiatiques. Donc Northvolt avait promis tant de choses. C'est la première grande tentative européenne justement pour créer des batteries c'est la première qui a été notre lancée. sauce Exactement. et à l'état plat. Oui, qui a été lancée en 2016. Elle était censée être la réponse donc, de l'Europe face aux géants de l'Asie et des États-Unis. Donc elle a été soutenue par des milliards d'euros et des grands noms comme Volkswagen, BMW et Goldman Sachs. Elle était censée produire des batteries à grande échelle, mais malheureusement, le rêve s'est transformé en cauchemar. Malgré plus de 10 millions d'euros injectés dans l'entreprise, elle n'a pas pu produire suffisamment de batteries assez rapidement pour couvrir les coûts de production. Donc des signes avant-coureurs ont été visibles lorsque BMW s'est retiré d'un contrat de 2 milliards d'euros en juin 2024. Du coup, Northvolt a essayé de gagner du temps en déposant le bilan en vertu du chapitre 11 aux États-Unis en novembre dernier pour restructurer sa dette colossale de 8 milliards d'euros. Et oui, c'est possible aux États-Unis normalement. Ouais. C'est logique, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais malgré tout, les investisseurs ont pris peur et l'entreprise s'est maintenant effondrée. Les conséquences sont énormes. La faillite de Northvolt signifie que les projets stratégiques sont morts dans l'œuf. Les usines prévues au Canada, en Allemagne, à Göteborg avec Volvo sont annulées. Elles étaient cruciales pour que l'Europe sécurise son approvisionnement en batterie et réduise sa dépendance à l'égard de la Chine et de la Corée du Sud qui dominent actuellement le marché. Donc le coût humain est dévastateur. On annonce 16 000 suppressions de postes, un quart de ses effectifs. Maintenant, la fermeture de sa Gigafactory, donc dans cette fameuse ville de Skelftea en Suède. À tes souhaits. Bienvenue en Suède. À tes souhaits. Merci. Qui devait rivaliser avec celle de Tesla. Alors, ça entraîne quand même, cette seule Gigafactory, ça entraîne quand même 5000 licenciements supplémentaires, il faut le dire. Est-ce qu'on a d'autres Gigafactory du coup prévues pour remplacer celle-là ou Alors, pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas par rapport à Northvolt, non. Donc, ce que je peux dire déjà, en tout cas, c'est que c'est un revers majeur pour l'automobile en Europe. Et l'Europe qui était censée produire 25% des batteries mondiales d'ici 2030, voit cet objectif presque impossible aujourd'hui. Donc les constructeurs automobiles européens sont maintenant encore plus vulnérables aux fluctuations du marché, ce qui pourrait faire grimper le prix de leurs véhicules électriques. Alors on en parlait encore récemment, le prix des véhicules électriques. Ça ne nous arrange pas. Voilà, c'est ça. Et l'industrie qui était déjà sous pression est désormais confrontée à une nouvelle menace, la perte de contrôle de la chaîne d'approvisionnement des batteries. Bien sûr, par définition. Et donc, en fait, ça ramène encore une fois un déséquilibre entre les véhicules européens et les véhicules chinois, qui eux avancent, continuent d'avancer, font baisser le prix de leurs batteries par définition, parce que c'est les maîtres d'œuvre. C'est les spécialistes de la batterie. Donc les prix des batteries en Chine baissent, donc le prix des voitures baisse, et elles arrivent sur le marché européen. Malgré les taxes, elles restent moins chères que certaines voitures européennes. Donc c'est tout le problème. Du coup, on aura des batteries chinoises sur des véhicules européens. Pour l'instant, on n'a que des voitures chinoises quasiment. Que des batteries chinoises, pardon. Donc ça ne change pas grand-chose. Ouais. C'est juste qu'on voudrait essayer de manger un petit peu ce marché, et ce qui serait bien normal, et on a du mal à le faire. Donc si demain on rentre en conflit, par exemple, avec la Chine, puisqu'on en parle entre Américains et Chinois, imaginons qu'il y ait un arrêt de production des batteries ou un arrêt de distribution sur l'Europe,
on se retrouverait sans voiture électrique et voilà. Bon, bref, il y aurait d'autres solutions sûrement, mais en fait, ça pose un vrai problème. Donc, c'est une belle rubrique quand même, malgré tout. Donc, on a fini, c'est bon, on a fait le tour. On a fini, oui. Donc, si vous avez un peu d'argent et que vous avez des bonnes idées, dans les bonnes idées, il y a peut-être celle de créer une méga factory, je sais pas moi, à Anse-Céron. Avec ton vélo, les dynamos. Si on oublie la nature. Mais on peut penser. Mais ça serait quand même une bonne chose. Ouais. On fait la question qui fâche, si vous êtes d'accord, et puis on passe à Yona. Et vous allez voir que la question qui fâche, pour une fois, elle a été sélectionnée par avance. C'est moi qui l'ai sélectionnée. On va la donner à Nicolas. C'est lui qui va la lire. Pourquoi ? Parce que c'est lié à Tesla, en fait, pour tout vous dire. Donc la question qui fâche, elle a été. On a triché aujourd'hui. Mais les chroniqueuses, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la question. C'est moi qui l'ai fait. C'est une question qui fâche. On est bien d'accord ? On rappelle le concept peut-être, la question qui fâche. On a pioché dans une petite boîte, une question au hasard. Ouais. Là, elle a été sélectionnée, mais c'est une question au hasard normalement. Et c'est vraiment une question qui fâche, normalement. Elle va fâchouiller celle-là. Elle va fâchouiller. Alors, allons-y. Va-t-il falloir demain faire un signe nazi pour démarrer sa Tesla ? Oh là là. Non mais celle-là est fâche. Il a prévenu. Hein. Non mais fallait la faire quand même. N'importe quoi. C'est quoi cette question ? Je n'y suis pour rien. Jean-Marc, tu sors. En tout cas, je voudrais qu'il repose la question. Je voudrais qu'il repose la question pour qu'on comprenne bien le sens de la question, d'accord ? Même si tout le monde l'a sûrement compris, mais on va se le redire. Allons-y. Va-t-il falloir demain faire un signe nazi pour démarrer sa Tesla ? Alors, bien sûr, cette question qui fâche, c'est une question terrible. Tout simplement, voilà, ça ramène au geste qu'avait fait Elon Musk donc, au moment de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Ce fameux signe dont il a essayé de nous faire croire qu'il n'était pas un signe nazi, mais bon, je pense que personne ne l'a cru. Et la question, c'est est-ce qu'il va falloir demain donc faire ce geste-là pour pouvoir démarrer sa voiture ? Finalement, dans la folie dans laquelle nous emmènent ces gens-là, est-ce que ça va être demain une obligation peut-être pour que la voiture démarre ? C'est la question que je vous pose. Si elle a le toit ouvrant, c'est possible. Pardon ? Si elle a le toit ouvrant, c'est possible. Il y a des cabriolets. T'as vu au cabriolet Bon là, ils sont en train de toutes les casser, les Tesla, donc... Alors justement, allez, on fait la transition. Bon, la question est franchement, c'est vraiment de l'humour, même si c'est du très mauvais humour. Mais ça dénote quand même de ce qui s'est passé et qui est quand même incroyable, quoi. On vit une époque quand même très particulière. Pardon. Moi, je trouve que ça pose un vrai sujet. Hein. Faut-il lier son engagement personnel au choix de la marque de véhicule ? Lui, il l'a fait en tout cas. Voilà. Exact. Il en paye en fait, les valeurs même de la marque automobile. On pense à ces millions d'automobilistes qui ont acheté une Tesla, qui sont aujourd'hui bien embêtés, enfin pour beaucoup, bien embêtés, soit même carrément agressés physiquement. On les tag, on brûle les voitures, on déchire les. Il y a tous ceux aussi qui rebadgent du coup leur véhicule, rebadgent leur véhicule Tesla en Toyota, j'ai vu, en Volvo, j'ai vu aussi. Volvo, etc. Tout à fait. Oui, mais ça dépend du continent. Enfin, ici en Martinique, je pense qu'on est bien moins touché par ça. Enfin, ça en Martinique, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il n'y en a pas énormément, effectivement, mais bon, après... Bon, en Martinique, on est moins sensible, peut-être, non ? C'est ça que tu veux dire ? Je pense. Ouais, bon. Bon, de toute façon, c'est pas le marché, Tesla. Il n'y a pas vraiment de distributeur Tesla. Comme il n'y a pas d'exclusivité de distribution. Bon, il y a un grand faiseur qui fait venir les voitures, mais il me semble qu'il n'y a pas un marché constant sur la Tesla. Il y a quelques gens un peu fortunés, sûrement, qui en ont acheté, mais la voiture est quand même très chère et voilà. Bon, bref, je vois pas trop de Tesla. Alors que quand j'arrive en métropole, par exemple, il y en a quand même. Il y en a. Ouais, mais quand j'arrive en métropole, je vois une Tesla toutes les 5-6 voitures. Oui. Quand je vais à la frontière suisse, c'était la Clio. Oui, voilà. Une Clio, quoi. Exactement. Et pourtant, c'est un budget, une Tesla. Hein. C'est pas comparable. Mais celles que je croise, elles ont encore des immatriculations très récentes. Hein. Donc, elles se vendent ici en Martinique. Hein. Bon, alors pour vous dire à quel point ce sujet pèse, Yona donc a fait une chronique, mais on en reparlera encore la semaine prochaine. Pour vous dire qu'on a encore une rubrique la semaine prochaine sur Tesla, parce qu'il y a des choses à dire. Yona, Tesla. Écoutez, les nouvelles ne sont pas bonnes, décidément, pour Tesla, puisque Tesla est en difficulté en Chine, notamment, qui est son marché le plus important hors des États-Unis, où elle a fait pendant des années la pluie et le beau temps. Bon, par exemple, je vous donne un exemple. On allait avoir un habitant chinois qui allait
avant choisir Tesla comme l'un des premiers choix. Mais c'est vrai qu'après quelques essais routiers, le plus souvent on se rend compte que les Chinois vont plutôt opter pour une berline sportive de type marque Xiaomi, qui est un fabricant de gadgets grand public, mieux connu pour ses téléphones. Hein. On a tous déjà vu un Xiaomi, ses bouilloires ou même des aspirateurs robots. Écoutez, quand on questionne justement ces consommateurs, ils nous disent que derrière, il n'y a rien de personnel, hein, mais c'est vrai que Tesla est encore perçu comme une marque prestigieuse. C'est vrai on parle bien des consommateurs chinois, hein, donc c'est rare d'avoir ce genre de résultats. D'accord ? Oui. Ta chronique est très intéressante parce qu'on parle des consommateurs chinois. Totalement. C'est assez discret la Chine. Comment ? On n'a jamais leur avis, normalement. On n'a jamais leur avis. Et là, on parle bien de ça. C'est un article article. Du coup, c'est politisé par le pays qui se sert de ça pour vendre plus de voitures, peut-être aussi. Non, même pas. C'est un article qui vient de New York, pour tout vous dire. Donc, ce sont des journalistes new-yorkais qui ont fait leur expérience. Vraiment indépendant. Exactement, indépendant. Alors, on se rend compte en fait qu'Elon Musk, donc le PDG, est admiré en Chine, d'accord. D'ailleurs, Pékin lui a déroulé le tapis rouge, puisqu'il a inauguré la première usine Tesla à l'étranger, donc à Shanghai. C'est vrai. On lui attribue aussi le dynamisme de l'industrie chinoise des véhicules électriques. Mais pour autant, bien que Tesla et BYD soient réputés les plus fiables, les jeunes acheteurs chinois, c'est ça qui est important. sont plus enclins à s'intéresser à de nouvelles marques, notamment des marques locales. Voilà, ils vont plutôt consommer local, notamment avec Xiaomi. Le marché chinois, en fait, est un bain de sang pour Tesla. Pourquoi ? Puisque les automobilistes chinois, qui avant étaient obnubilés par Tesla, vont s'emballer pour des marques locales et leurs voitures, en fait, seront beaucoup plus efficacement dotés d'une meilleure technologie, parfois à moitié prix. Et ça n'a rien à voir avec la politique, du coup, avec ce qu'a dit Elon Musk ou... Non, ça n'a rien à voir là, par contre. C'est vraiment un choix sociétal, on va dire. Sociétal. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe en Chine, c'est que le marché est tellement gigantissime. Le nombre de marques chinoises est tellement important de voitures électriques, c'est-à-dire que les start-up se sont spécialisées, alors qu'elles faisaient autre chose avant, elles faisaient des téléphones, elles faisaient de l'électronique globalement, ou même du logiciel informatique et tout, elles se sont lancées dans la construction de voitures électriques, et elles sont devenues vachement fun. Et les jeunes Chinois délaissent les grandes marques finalement, même voire un peu BYD ou d'autres, CATL par exemple, et elles vont sur ces jeunes marques-là qui amènent des véhicules un peu spécifiques, un peu personnalisables, personnalisés. Alors, attention tout de même, parce que c'est vrai qu'on parlait de l'orientation politique. Imaginons, on dit bien que Pékin retarde l'approbation de son système à la conduite autonome, donc pour Tesla. Alors, donc ce qui l'empêche en fait d'être à un niveau similaire en termes d'aide à la conduite que les homologues locaux. Voilà, donc il y a ça aussi ça joue. Exact. Voilà. Et puis du coup, bien évidemment, il y a la question du prix, quel que soit le territoire. C'est sûr, Tesla n'a vendu en fait que 60 480 véhicules, donc il a une chute de 14%, alors que par exemple BYD a vendu 481 000. Bref, tout ça pour dire qu'il y a près de 75% de croissance par rapport à la même période en 2024. Donc on voit bien qu'effectivement, peut-être le fait qu'Elon Musk se soit rapproché aussi de Donald Trump. Ça joue. Voilà. Oui, mais c'est surtout, là c'est vraiment ailleurs. Il y en a, c'est vraiment, le problème il est vraiment dans l'idée que le jeune chinois se dit, pour avoir lu l'article très profondément, se dit mais pourquoi acheter plus cher ce que j'ai de quasiment mieux en local. Oui, clairement. Et moins cher. J'ai l'impression, moi, que les véhicules chinois sont mieux que les Tesla. Les Tesla, en fait, c'est comme si, je sais pas... Au début, c'était... Voilà, mais même plus maintenant, non ? Oui, tu voulais t'acheter quelque chose de prestigieux, etc., mais pas forcément de plus qualitatif. Les véhicules chinois, sincèrement, en termes de nouveautés technologiques, etc., sont très efficaces. Je pense que c'était aussi peut-être le fait d'avoir une marque de standing, mais effectivement, plus lui, il est en chute libre par rapport à sa crédibilité aussi au niveau des médias. Ils ont un regard aussi sur ce qui se passe sur l'échiquier géographique. Forcément, à un certain moment, tu te dis, je vais pas mettre plusieurs aussi sous sur la balance, alors que concrètement, dans mon pays, on fait mieux.
Alors après, il faut être honnête aussi sur la qualité des véhicules produits en Chine par certaines de leurs marques, les grandes, BYD par exemple, Motor, CATL, etc. Bon, il faut reconnaître aussi que les efforts ont été faits en termes de confort, rendre les voitures plus européennes aussi, enfin selon le confort entre guillemets européen. Donc une meilleure tenue de route, un très bon confort intérieur, de bonnes suspensions, une bonne direction. Il y a eu des efforts de fait considérables. Chez nous, on a le Seal, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le SUV Seal. On va l'essayer bientôt. C'est une super voiture. Elle a été très bien réussie. Elle est très belle. Après, on n'est pas rentré dedans encore, donc on va aller voir. Mais franchement, ça donne envie de l'essayer déjà, de voir ce qu'il en est. Donc c'est vrai que les Chinois font des efforts quand même assez considérables pour améliorer depuis de nombreuses années leur véhicule. Alors je ne suis pas pro-chinois, hein. On a de très bonnes voitures françaises et européennes, mais bon, c'est aussi le constat du marché. Voilà, mais malgré tout, on voit quand même que ça reste somme toute assez subjectif, puisqu'il faut qu'il y ait de grands événements géopolitiques de ce type-là pour que ça influe directement sur les ventes d'un produit. Ça peut être l'automobile, ça peut être un smartphone, ça peut être un hamburger, ça peut être n'importe quoi. On peut imaginer que dans les mois à venir, on puisse trouver une casserole sur l'une des marques chinoises en vue actuellement, et puis que ça fasse chuter ses ventes, et que de l'autre côté, l'entreprise de Tesla qu'on est en train de décrier, sans prendre la défense du bonhomme, hein, l'entreprise qu'on est en train de décrier, voit ses ventes réaugmenter. Donc, dans l'absolu... Après, ça laisse quand même réfléchir sur un point que tout le monde connaît quand on est dans le monde de l'entreprise. C'est soit on a une entreprise, soit on fait de la politique. Mais on ne peut pas faire les deux. Quand on fait D'ailleurs, en France, ce n'est pas possible. Effectivement, en France, si vous êtes un homme politique, vous lâchez vos affaires. Vous ne pouvez pas faire... aux États-Unis, c'est possible. Et on voit le résultat. C'est plutôt compliqué en ce moment pour Elon Musk. Après, c'est pas un imbécile, peut-être qu'il va s'en sortir. On le souhaite. On souhaite pas de mal on souhaite du mal à personne. Je veux dire. Je pense que l'image de marque a pris un coup quand même. Si c'est pas les bagnoles, ça va être les navettes spatiales. Mais en mars, il risque de partir d'ailleurs sur Mars. Peut-être qu'il reviendra pas d'ailleurs. Quand tu regardes, si c'est pas les voitures, il restera peut-être sur Mars. En ce moment, au niveau spatial, en mars 2026, on ne connaît pas vraiment la culture chinoise aussi pour l'achat des voitures, donc. Est-ce qu'ils ne voient pas les choses différemment de nous? On regarde toujours par notre petit bout de la lorgnette. Exactement. Voilà. Bon, il faut se rappeler que la dernière SpaceX, elle a explosé en vol quand même aussi. Et l'Ariane a bien décollé. Bon, voilà. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce soir les experts automoto. Merci à vous, auditrices et auditeurs, sur Maxi Martinique, en simultané vidéo sur gtmac.fr, bien sûr. Ce week-end, retrouvez tous les sports avec RMC Antilles, diffusés sur Maxi Martinique. Et dès lundi matin, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe avec son invité politique du matin. Et juste après, le super Moscato Show. Vous avez vu l'équipe de France, j'espère, de rugby. Vous avez vu France-Irlande. Vous avez vu Écosse-France. Oui, on a gagné. Moi, je retiens qu'on a gagné. Voilà. France-Irlande. Ça a été un match extraordinaire. Il n'était pas prêt. Oh là là, je suis resté toute la nuit devant la télé. J'ai regardé 5 fois le match. Vraiment, c'était top. Allez, donc le Super Moscato Show. Et entre ces deux émissions, c'est-à-dire entre Apolline de Malherbe et le Moscato Show, retrouvez l'Instant Auto, c'est moi-même, présenté chaque matin à 7h05 et 8h05. À vendredi prochain, 19h. Bon week-end à tous. Non, le week-end prochain à 18h, pardon. Et oui, on passe à l'heure d'été. À 18h la semaine prochaine, n'oubliez pas. Merci, j'avais déjà oublié. Merci Yona, merci à toi. Bye bye. Merci Jimmy. Ciao. Merci Nicolas. Salut. Merci Eric. À la semaine prochaine.